Voilà, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette lecture commentée que je vous propose aujourd'hui d'un des articles du blog sur lequel on trouve cet article qui s'appelle Qui j'aimante et pour lequel il y a des références un peu plus bas. Donc n'hésitez pas à aller voir afin de suivre en direct, sinon j'imagine que l'écoute suffit. Cet article s'appelle Qui j'aimante. Il traite des gaki. Donc première question, qui sont les gaki? Que sont les gaki? Les gaki sont les gars qui sont morts en fait. Il s'agit d'un mot japonais, gaki, qui est encore utilisé aujourd'hui et qui signifie les sales gosses, les sales gamins. Mais avant cette référence très très contemporaine, il réfère en fait à une tradition chinoise. Les gaki sont les fantômes affamés, un des 6 mondes euh, dans lesquels il est possible de s'incarner selon la croyance bouddhiste. Dans un des 6 mondes sont donc réunis ces fantômes affamés. Mais c'est pas si simple que ça, comme on va le voir. En tout cas, il me plaît d'avoir une appréciation beaucoup plus complexe de la chose. Il ne s'agit pas simplement d'un mode d'incarnation, un endroit clos où les fantômes affamés seraient réunis et où il est possible qu'un jour nous séjournions ou que nous ayons déjà séjourné. C'est beaucoup plus cousu de notre expérience actuelle. Donc les gaki sont qui? Les gaki sont des fantômes affamés. C'est la signification en fait des idéogrammes chinois à l'origine de ce terme de gaki. Et chaque jour au Japon, encore aujourd'hui, une journée leur est consacrée. Lors de cette journée, on a des pensées particulières en fait pour ces fantômes affamés. Ces gaki n'espèrent par ces pensées, par cette journée, pouvoir les libérer des tourments qui sont les leurs. Les gaki, donc japonais, d'origine chinoise, mais avant c'est quand même inspiré d'hindouisme, ça correspond à ce qu'on appelle les pretas, P-R-E-T-A-S. Les pretas, ce sont des êtres qui connaissent une faim et une soif infinie, qu'il est impossible de combler en fait. C'est pour ça qu'on les représente avec des estomacs, des ventres très dilatés, pour montrer qu'ils ont très très faim, mais également, si vous regardez les images, notamment sur le blog, avec un cou très très long et très très fin, mis en parallèle du ventre dilaté. C'est donc la représentation de la faim très forte, la soif très forte, donc ça peut être soif et faim alimentaire de boisson, mais également une expression du désir. Et le cou très fin, impossibilité de parvenir à une satiété. Voilà. C'est-à-dire que les aliments qui font passer par le cou ne sont jamais enfournés suffisamment rapidement et en quantité suffisante pour pouvoir parvenir à combler la faim. Voilà. Il est également dit qu'en fait ils n'ont pas de système digestif, mais ils sont quand même animés par cette faim sans fond. Donc, ce sont des êtres de frustration. Ils connaissent, nous dit-on dans l'hindouisme, une grande souffrance, qui est la caractéristique de leur incarnation, ce qui pourrait en faire un corollaire, en fait, un pendant de notre représentation occidentale chrétienne de l'enfer. C'est un état d'incarnation où la souffrance règne. Et ce serait, toujours selon l'hindouisme, et le résultat d'une vie qui a été animée par la corruption, la malhonnêteté, la jalousie, l'envie. Donc tous ces éléments qu'ils ont mis en mouvement lors de leur vie, par la vie qu'ils ont menée, se prolongent et les enferment dans cette incarnation qui n'en est pas une, dans ce royaume qui n'en est pas un, de fantômes affamés. J'ai vu également certaines sources où il est dit que les gaki résideraient, ces fantômes affamés résideraient sur Terre. Ils seraient là, parmi nous, mais auraient une expérience totalement différente de la nôtre. Voilà. On les trouverait, nous dit-on, plus facilement dans les déserts et les terrains vagues. Ce à quoi il me plaît d'accoler d'autres destinations comme les hypermarchés, les casinos, les lieux de débauche en général, les décharges. Il n'est pas bien sûr question de traiter de la mythologie et des références diverses dans toutes les cultures, c'est juste une introduction courte. Ce qui me plaît en fait par le biais de cet article, c'est de voir en quoi notre comportement est animé par ces dynamiques qu'on observe chez les gaki en fait. Ce qui est intéressant, c'est le grossissement du trait, la caricature qu'il nous offre à voir
et qui nous permet en fait de prendre conscience que ces comportements, même s'ils s'observent dans l'incarnation de ce royaume des fantômes affamés, sont déjà présents dans notre quotidien, dans nos actions. Alors, on y va. Les Gaki. Qui gémante. Qui gémante, drôle de titre. De toutes les directions, ils accourent. Et c'est bien la faim qui les pousse à agir ainsi, avec une telle urgence. La faim, la soif, l'envie, le désir, le feu de forêt attisé par les vents incessants. Confusion sauvage des climats primitifs. Il y a quelque chose ici du chaos primitif, avant la distinction, avant la clairvoyance. Les Gaki peuvent représenter cet état de non-pratique. C'est le règne de la non-pratique. Ce qu'on appelle ici confusion sauvage des climats primitifs. C'est l'état d'être auquel aucun retour de conscience n'a été appliqué. Où nous sommes mus par l'urgence d'assouvir tel ou tel désir. Sans réfléchir, ils foncent vers la première grille de magasin ouverte, vers le premier écran qui projette un film vulgaire, vers la première peur panique qui jaillit, vers la poussée dépressive qui pointe et vers la première canette d'alcool qui se décapsule. Quand je pense aux Gaki, je vois cette image de solde, magasin parisien. La grille de métal n'est pas encore ouverte que déjà les gens s'agglutinent histoire de gagner quelques euros sur des produits qui leur font envie. À peine la grille commence à s'entrouvrir qu'ils se jettent en dessous et se marchent les uns sur les autres, se poussent, se régalent. Récemment, on a eu dans les informations, on a eu un épisode comme ça où pour quelques euros à gagner sur un pot de Nutella, les gens sont venus aux mains. La police a dû intervenir, il y a des blessés. Les personnes intéressées par ces produits apparemment formaient des cordons autour afin d'empêcher l'accès aux autres. Et à partir de ces cordons, ils se jetaient les pots de Nutella les uns de l'intérieur du cercle vers ceux qui souhaitaient en avoir tant et si bien qu'il y a même des personnes qui se retrouvaient avec des pots de Nutella en travers de la figure à être blessées. Bref, c'est cet état de fantôme affamé, inutile d'être désincarné pour le connaître. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'être désincarné ? Est-ce que quand on en arrive à des excès comme ça, quand on arrive à être totalement animé par ce désir viscéral, en l'occurrence pour un pot de Nutella, mais ça peut être un article soldé, ça peut être, comme on le disait aussi, une canette de bière en rentrant du travail. Quand on en arrive à ne pas avoir ce retour sur soi-même, est-ce qu'on peut parler d'incarnation ? Est-ce qu'on n'est pas déjà ici présent, incarné, désincarné ? Fantôme affamé. Je parle aussi du premier écran qui projette un film vulgaire. Ça nous pousse en fait à regarder ces vidéos sur YouTube, à regarder ces films vulgaires. Alors la vulgarité bien sûr prend des formes toujours plus diverses, qui nous poussent à rester sur ces programmes stupides de type télé-réalité. Personnellement, je me suis fait happer là-dedans pendant des dizaines et des dizaines de minutes, totalement, premièrement, abasourdi par la bêtise des gens qui discutent, fracassé par l'absence totale, la pauvreté de scénarisation, à savoir, il se passe quelque chose totalement dénué d'intérêt, mais quand bien même, pendant le prochain quart d'heure, la personne qui a vécu cet événement, ou même qui ne l'a pas vécu, va passer 15 minutes à le raconter. À grand renfort de mimiques vulgaires, de tenues vulgaires, de phrasés vulgaires. On est des fantômes affamés. Affamés, parce que toujours en quête de bêtises, toujours affamés de cette pauvreté, comme chercher à se remplir avec du vide cognitif, et fantôme, parce que quelle vie est-on en train de vivre quand on regarde, quand on se fait happer par ce type de programme. La dernière fois sur
Sur YouTube, j'écoutais une conférence, un truc vraiment ultra passionnant et pointu. Je crois que c'est pas un podcast de France Culture, un truc comme ça. Et qu'est-ce que je vois en vidéo suggérée derrière qui m'a complètement happé pendant je sais pas, 20 secondes. On me proposait de visionner deux femmes en train de se battre l'une avec l'autre dans un bassin rempli de boue avec je crois, quelque chose comme 50 000 vues. Enfin, c'est totalement inutile d'être mort pour vivre une vie de fantôme affamé. Je trouve que cette jonction de ces deux termes est particulièrement précise. Fantôme, affamé. Fantôme, quelle existence c'est, et affamé veut dire jamais assouvi. Quand est-ce qu'on sort de cette non-incarnation pour enfin trouver du sens? Disgracieux, ils gémissent, boitent et se poussent les uns les autres, tels des hyènes devant les restes d'une carcasse de gibier, tuée par un félin qui s'en est allé repu. Ça me plaît beaucoup ici de te comparer les gakis à des hyènes. Je pense toujours à ce film du Roi Lion avec les personnages représentés par les hyènes qui sont vraiment totalement excités par leur propre bêtise. L'homme est chez lui poussé par la même urgence, la même promesse d'assouvissement à court terme. Il se dirige vers le réfrigérateur. Ouais. Rentrer du travail le soir et se dire tiens, je vais me prendre une bonne bière alors qu'on est encore dans la voiture et ça me fera du bien. Puis bon, une bière, ça peut être pour certains 2, 3 à la bouteille. Mais totalement aspiré par l'action à venir. Ici, en l'occurrence, recherche d'ébriété, tension vers l'ébriété. Cette tension d'ailleurs vers l'ébriété est un appel que les hyènes énergétiques reconnaissent de loin. Donc ici, je dis quoi? Il y a toujours ces deux choses en parallèle, que la personne qui va s'adonner à cette poussée de désir, ici totalement quotidienne, hein, sans tomber dans les excès évidents, pathologiques, mais la personne va s'adonner à cette poussée vers le désir, elle est elle-même, à ce moment-là, une forme de fantôme affamé, avec le sens de chacun de ces termes, comme on l'a répété déjà plusieurs fois aujourd'hui. Mais pourquoi ne pourrait-on pas dire la personne est fantôme affamé, la personne humaine qui fait ça, mais elle attire par un système de résonance énergétique, elle va attirer également à elle d'autres formes de vie, ou en l'occurrence de non-vie, qui se nourrissent des champs qu'elle met en branle, que la personne met en branle lorsqu'elle s'adonne à son assouvissement. L'homme est chez lui, poussé par la même urgence, la même promesse d'assouvissement à court terme. Le court terme ici, c'est clé. Court terme. Il n'y a pas de long terme. L'homme se dirige vers le réfrigérateur. Cette tension vers l'ébriété est un appel que les hyènes énergétiques reconnaissent de loin. Les hyènes énergétiques, les gakis, donc. C'est même plus efficace qu'un appel auquel on répond par voie de décision. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de conscience injectée dans cette séquence. Voilà. C'est-à-dire que on disait que ça peut être très concret, mais également imaginons que des éléments désincarnés, des fantômes affamés d'un autre royaume d'incarnation que le nôtre, et pourquoi pas après tout, viennent s'accoler à la personne qui va s'adonner à ce type de quête de satiété. Comme bien même pour ces êtres-là, ce n'est pas une décision. C'est une recherche à court terme, automatique, comme une résonance, comme un écho. Voilà. Si je crie dans la montagne, l'écho de ma voix n'est pas il n'y a pas de décision, c'est un effet mécanique. C'est pour ça que je dis, il s'agit d'un mécanisme, d'un automatisme préprogrammé, d'un tuyau emboîté dans un autre. Le mouvement de l'un crée le mouvement de l'autre. Et c'est cette absence, cet automatisme parfait, cette absence totale de retour sur soi-même, de vigilance, de conscience, qui caractérise ce type de fonctionnement.
Les ondulations psychiques de l'homme assoiffé emboîtent les formes vibratoires des yen gaki. Maintenant, clac, j'accole les deux trucs parce que ça me plaît. Yen gaki. Le mouvement de l'un crée le mouvement de l'autre. Les ondulations psychiques de l'homme assoiffé emboîtent les formes vibratoires des yen gaki. Clac, aimant. D'où le titre de l'article pour ceux qui se demandaient quoi. Qui j'aimante. C'est-à-dire qui, par mon seul comportement, j'appelle à moi. Ken. Donc ça peut être ce type de forme là, des incarnés gaki, mais c'est tout simplement la réalité que j'expérimente. Par mon comportement, quelle est la réalité que j'expérimente? Quelle est la réalité qui fait mon expérience? Réalité créée par personne d'autre en fait que moi, de manière chaotique et mécanique, où autour de lui, elle tourne. Déjà, elle hume et les vapeurs d'alcool ont sur elle ce double effet de commencer à apaiser leurs besoins tout en le stimulant. Et c'est là tout le nœud du problème en fait. C'est-à-dire qu'à peine on commence à apaiser cette tension vers, ici, l'ébriété, la satisfaction sexuelle ou la satisfaction d'un projet plus large de type ambition professionnelle, à peine on commence à en saisir les premiers éléments, comme on dit dans un commentaire précédent, que le plancher de la satiété déjà s'effondre et que se creuse un désir nouveau, ce qui rend la chose totalement sans fin. D'où la représentation des gaki, le cou étroit et l'estomac dilaté. Il en va de même lorsque l'homme commence à ressentir les premiers effets de l'alcool, alors que la substance épaisse pénètre ses veines et dilate son comportement. Les gaki se pressent contre lui et jouissent des échos d'ivresse, comme on colle l'oreille au mur pour distinguer les mots de rage derrière les cris des voisins. Leur colère, leur dispute résonnent en nous, exactement comme cette satisfaction malsaine qu'on peut ressentir au feu rouge lorsque deux voitures devant nous, les conducteurs commencent à sortir, à s'insulter, voire à se taper. On est là, on profite par écho de l'excitation, de ce déversement d'hormones de plaisir à avoir cette scène grotesque, comme on regarderait une représentation théâtrale au coin d'une rue, tout en étant dans la sécurité de notre habitacle, comme on est quand on peut regarder une scène de théâtre catastrophique où tout le monde tue tout le monde, hein, de façon scène finale d'un drame shakespearien, tout en étant dans la sécurité du statut de spectateur. Sauf que il n'y a pas la sécurité en fait que de façade, encore une fois très court-termiste, puisque sur le long terme, on développe une addiction. Alors, c'est là qu'on va passer à une autre étape, c'est que non seulement c'est mauvais pour nous, mais il y a un effet boule de neige, puisque c'est pour certains diraient ici, en parlant des gaki, entités qu'on attire, on ne nourrit pas que nous, on nourrit les autres également, de manière ici négative. C'est pour ça que je disais, les gaki se pressent contre lui et jouissent des échos d'ivresse, comme on colle l'oreille au mur. Les hyènes vaporeuses sont réduites à cette jouissance par procuration. Voilà. Jouissance par procuration. Comme la scène où les deux conducteurs se claquent le crâne l'un de l'autre contre les capots. On est totalement dans la procuration. Comme le cas du spectateur de ce type de programme dont on parlait tout à l'heure. Cette jouissance, ici c'est carrément grossi dans le cas de la télé-réalité, mais c'est exactement le fonctionnement sous-jacent à toute l'adoration, qui est tout ce système, ce système de célébrité, ce star system, cette volonté d'aduler des gens connus. C'est ça qui fait acheter les magazines, c'est le moteur de la machine, cette addiction que les gens développent, et cette manière, et ce fonctionnement par procuration, c'est-à-dire qu'ils sont là, nous fonctionnons quand nous regardons ces
star ou pseudo-star ou aspirant star à la télé, on est là à espérer que ces miettes, que du bonheur qui semble dégouliner sur eux, quelques miettes puissent jaillir jusqu'à nous, par écho, par procuration. C'est totalement maladif. C'est totalement aussi ultra addictif. Parce qu'effectivement, il s'avère que de temps en temps, certaines miettes nous procurent une poussée de plaisir, de contentement. Et donc on sera toujours amené à en rechercher encore et encore et encore. Ça s'explique. Voilà. Je pense au comportement totalement pathologique des gens qui suivent des stars. Et qui poussent en fait cette adulation à quelque chose de totalement fusionnel. Donc les hyènes vaporeuses sont réduites à cette jouissance par procuration. Leur statut désincarné ne leur permet plus que la satisfaction par rebond. L'impact semble amoindri, mais il demeure suffisant pour leur permettre d'entretenir ce sentiment pervers d'excitation. Ainsi, ils approchent l'existence par le biais destructeur de la dynamique, désir, satiété. On pose ici la question, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre autrement qu'en surfant, qu'en se nourrissant de cette dynamique désir, satiété, je veux, j'ai, un petit peu, beaucoup, pas du tout. Je veux, j'ai, beaucoup. Je veux, j'ai, pas du tout. Je veux plus. J'ai pas. Je veux, j'ai autre chose. Je veux plus. J'ai quand même. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de cette dynamique désir, satiété? Qu'est-ce que je veux? La question, qu'est-ce que je veux? Pourquoi je fais? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends? Cette dynamique existe partout. Par ces créatures pathétiques, les gaki, il nous est donné d'en observer les formes les moins raffinées. Bien sûr, la dépendance biologique à l'alcool, la dépendance sexuelle, la dépendance à la performance, la dépendance à la reconnaissance. Qui peut dire qu'il n'est pas totalement dépendant de la reconnaissance de l'autre? C'est aussi une expression beaucoup plus, pour le coup, diffuse de la dynamique désir-satiété. Quand est-ce que l'autre va me reconnaître? Une fois que l'autre me reconnaît, l'autre ne me sert plus. Cherchons un autre pour qu'il me reconnaisse. Il conviendra alors de se mouler dans les types de comportements qu'il faut pour que l'autre que j'ai choisi comme cible me reconnaisse. Je pense qu'il faut aussi faire attention parce que ce fonctionnement, ce désir, cette dynamique désir-satiété, en fait, c'est tellement omniprésent dans notre quotidien, c'est le moteur principal de tout ce qu'on fait en permanence. Donc si on commence à découdre, si on commence à enlever ces briques-là, à décimenter ce qui fait nos quotidiens, pour le peu qu'on soit assez doué dans l'art de la découture, du décimentage, ça peut être vertigineux. Et selon les individus, il y en a qui se débrouillent plus ou moins bien en situation de vertige. C'est ultra inspirant et source de créativité permanente, mais totalement déstabilisateur. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Quand on commence à mettre le nez dans cette dynamique-là, pour peu qu'on soit sensible
est difficile de voir qu'elle n'est pas partout. C'est le moteur de la vie, sauf que si j'arrête d'alimenter ce moteur de la vie, je ne meurs pas. Sortir de la dynamique désir-satiété ne me tue pas. Ne me tue pas. Comme on disait tout à l'heure en intro sur les représentations, les gaki, tout ça, on disait que dans le cadre de l'hindouisme, on disait qu'ils habitaient parmi nous en fait, mais qu'ils avaient un mode d'expérience, d'existence totalement différent, un peu comme une dimension s'imbrique avec une autre et les deux dimensions ne sont pas conscientes l'une de l'autre, n'ont pas d'interaction réelle l'une avec l'autre. Je pense qu'il en va entre eux et nous, il en va de même qu'entre nous, encore prisonniers de la dynamique désir-satiété, et nous, sortis de cette dynamique désir-satiété. C'est-à-dire qu'on est toujours là, on habite toujours là, on ne change finalement rien, mais on est comme résident d'une dimension différente. Cette dynamique existe partout. Donc ici, par les gaki, oui, on en observe les formes les moins raffinées. Addiction aux substances, désir charnel dénué de conscience, ces âmes de frontières, ces formes proto-infernales nous permettent de faire le constat suivant. L'énergie des pensées est la même, que le processus aboutisse, qu'il aboutisse presque ou qu'il n'aboutisse pas. Dans le cas des gaki, par leur constitution même, l'action n'aboutit jamais à une satiété physique, puisque de physique il n'y a pas. Pourtant, ces formes y trouvent leur compte. C'est bien que quelque chose se produit. Si nous nous cantonnons à cette expérience qui est la nôtre, par le biais du corps que nous occupons et dans la dimension spatiale qui est celle que nos vies arpentent, la transposition des considérations ci-dessus suggère que ce n'est pas parce que l'univers physique n'est pas visiblement impacté qu'il y a pour autant absence d'impact. En clair, c'est pas parce qu'on voit rien qu'il se passe rien. C'est-à-dire que c'est la grande prise de conscience de responsabilité. J'ai une responsabilité envers moi-même, la première étape de prise de conscience, c'est-à-dire que si je m'alimente n'importe comment, si je bois n'importe quoi, si je me mets dans le cerveau des émissions stupides au kilomètre, si je me délecte de la violence que je vois, bien sûr je me nuis. Bien sûr je me nuis. Il n'y a pas d'option, je ne me nuis pas. La seule option, c'est que je me nuise sans m'en rendre compte. Mais la deuxième étape dans cette prise de conscience, c'est que ce type de comportement, au sens le plus large possible, n'impacte pas que nous. Il impacte d'autres êtres, au sens le plus large possible. Au sens restreint, si je mange de la viande 3 fois par jour, ce comportement a un impact direct sur les êtres que je tue, que je fais tuer, mais que je tue quand même pour me nourrir. Si, voilà, premier sens restreint, sens large, si je conçois en fait que les choses ne se limitent pas au niveau du visible et que par mon comportement je peux contribuer à enfermer d'autres personnes dans l'enfer de la dynamique désir-satiété, si je prends conscience de ça, à ce moment-là, je deviens infiniment responsable. Et je dois opérer un choix. En fait, il n'y a pas de choix à opérer. Si je prends conscience de ma responsabilité, étroite ou large, le choix s'opère tout seul. Le choix de continuer en fait à agir n'importe comment, à parler n'importe comment, à penser n'importe comment, à regarder n'importe quoi, c'est pas un choix non plus. C'est le mécanisme automatique de l'inconscience. Si je prends conscience que mon intérêt personnel à court terme, à long terme, est de m'alimenter physiquement, psychiquement, avec conscience, je, bien sûr, me fais du bien, mais je profite à l'ensemble de ma communauté, de la société, de, certains diraient, l'univers visible et invisible.
La pensée. Passons maintenant dans l'invisible. La pensée. Qu'est-ce que la pensée, sinon le domaine de l'antichambre? C'est-à-dire que l'antichambre, c'est quoi? C'est là où les négociations se tiennent, là où les discussions se font. Et c'est surtout ce dont le reste du monde, donc l'en dehors de la chambre, n'a pas du tout idée. Les négociations s'y tiennent, les avis s'y expriment et se forgent les uns les autres, mais jamais rien ne ressort de la pièce pour modeler le monde. En clair, cela signifie que je peux très bien penser au pire des méfaits, faire tourner en esprit les plus perverses des élucubrations, contrebalancer mon expérience en y rajouant ad libitum des scénarios de mes frustrations, y faire tourner les plus fantasques des déroulements futurs, et pourtant sortir de cette antichambre de la pensée et déambuler comme le plus standard, inoffensif et épanoui des êtres humains. C'est une logique d'arrière-cour. L'action de la pensée. Il en va pourtant tout autrement. Les échos des ondes, produites ainsi par l'action même de penser, génèrent de manière imperceptible une ribambelle d'effets qui sortent totalement du spectre de ma conscience. Il convient donc d'envisager un élargissement de ce spectre, afin d'y inclure une capacité de perception aussi large que possible. Qu'est-ce qui élargit le spectre? La pratique. La pratique de la méditation favorise les conditions d'une prise de conscience. Bien sûr, cette prise de conscience peut advenir dans bien d'autres contextes. Disons qu'on met les choses de notre côté. Entre parenthèses, dans le bouddhisme zen, il y a une guerre de chapelle entre, d'un côté, il y a eu une guerre de chapelle entre, d'un côté, les partisans de l'éveil progressif et les partisans de l'éveil subi. On parlait d'école en Chine, on parlait d'école du Nord, école du Sud, je ne sais plus trop laquelle correspondait à quel type d'éveil. Donc éveil subi, éveil progressif. Finalement, il en va que il n'y a d'éveil que subi. C'est non pas subi au sens je subis, mais au sens instantané. Mais cet éveil subi est préparé de manière progressive. Comme un enfant qui prononce son premier mot. Il passe pas de je ne parle pas du tout à ça y est, je parle. Il y a toute une forme de préparation cognitive, neurologique qui s'est mise en place. Mais bien sûr, avant, il ne disait pas de mots et tout d'un coup, il dit un mot. Sauf qu'il a franchi, peut-être en silence, peut-être sans que personne le voie, des dizaines d'étapes auparavant. L'action de la pensée, donc, il convient d'envisager un élargissement du spectre. Également, cet élargissement du spectre de conscience permettra de ne plus se voir comme le jouet du monde alentour, la victime de la réalité. Progressivement, nous en viendrons à nous savoir artisans de nos expériences, qu'on disait tout à l'heure. En acteur économique total, nous sommes à la fois l'usine, le distributeur et le consommateur. C'est-à-dire que nous produisons nos pensées, nous les fournissons au monde par nos actions et elles nous reviennent directement par ce qui fait notre existence, cette loupe, cette feedback loop par notre retour d'expérience. C'est l'intention qui compte. Ici, on joue avec cette expression populaire. Oui, c'est l'intention qui compte, à contre-emploi de l'utilisation qui est généralement faite de cette expression populaire. Usuellement, elle permet de dédouaner une issue défavorable. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. En réalité, l'intention compte au sens où elle est déterminante sur l'issue considérée. Quoi que l'on fasse, quoi qu'il nous arrive, ce qui impulse cette expérience, c'est l'intention. C'est donc l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte parce que l'action qui résulte de l'intention en est le fruit, les rats et l'écologie. Les sous-produits.
de nos pensées alimente les poubelles énergétiques. On revient ici dans cette considération que nos pensées influent sur l'ensemble de nos comportements, sur l'ensemble des comportements des autres personnes, mais également à des niveaux beaucoup plus subtils, même si du mot subtil, selon le type de pensée qu'on a, dans certains cas, il conviendra plus de parler, comme on le fera un peu plus bas, d'imperceptible à des niveaux imperceptibles. On verra pourquoi. Les sous-produits de nos pensées alimentent les poubelles énergétiques. Je reprends cet exemple de la personne devant une émission de télé-réalité. Imaginons, non pas une personne devant cette émission, mais des centaines, de milliers. Cet effet masse. Puisqu'on vient de voir que la pensée qui nous anime, l'action interne de cette antichambre du monde réel, détermine, est primordiale, compte pour nous comme pour les formes de vie au sens très large, peut-être même dans le cas des gaki, des formes de vie désincarnées, puisque c'est là le cœur du truc, puisque toute cette énergie négative ici en l'occurrence qu'on génère par nos pensées, où va-t-elle, où aboutit-elle? Il y a bien quelque chose, même si ce n'est pas dans le domaine physique, il y a bien quelque chose de généré. Est-ce que toute cette boule de chaos cesse de rouler une fois que nous sommes morts? Puisqu'on a vu que tout ça, tous ces déroulements se produisent de manière mécanique. En quoi la mort physique interrompt ces processus mécaniques. Donc, imaginons toutes ces personnes devant l'émission de télé-réalité débilisante, ou des centaines de milliers de personnes. Il se passe quoi? Certains diraient, on flatte nos bas instincts. Oui, on flatte nos bas instincts, rien d'autre que ça. Mais instinct, c'est pas. On a trop tendance à coller instinct à bas, comme on l'a vu déjà précédemment dans une autre discussion. Il n'y a pas que les bas instincts, il y a aussi des instincts porteurs, productifs, créatifs. Donc quand des centaines de milliers de personnes produisent ce type de matériel imperceptible, en masse, ça va où? Ça fait quoi? Et ça crée quoi? C'est une vraie question qui mérite d'être posée et reposée. Cette logique est similaire à celle des rats qui grouillent aux abords de nos villes et se nourrissent de nos restes. Qui va se nourrir de tous ces restes de pensée en putréfaction, d'idées pourries, de nationalisme, de désirs artificiels? Ça va nourrir qui? Ça va où? Ça va quelque part. C'est aussi pour ça que je parle de décharge, de poubelle énergétique, de déjection psychique. La première propriété de ces nuisibles, c'est-à-dire ceux qui s'en nourrissent, les gaki, et leur aptitude à la prolifération débridée. Ils deviennent très rapidement ingérables pour la communauté. Ici, comme certains pourraient dire, oui, tout s'équilibre. C'est-à-dire que finalement, l'ensemble heureusement qu'il y a des décharges, heureusement qu'il y a des déchets partout, car ça nourrit les rats. Sauf qu'on est dans un fonctionnement chaotique. Les rats ont une prolifération totalement débridée. Jamais il y aura je pense, de prise de conscience collective de la communauté rat pour se dire nous nous sommes trop reproduits, cessons maintenant. Jamais il n'y aura de prise de conscience collective de la communauté gaki pour se dire et si on passait à un autre mode de fonctionnement? Parce que c'est inhérent à leur nature. Quand bien même cette nature est transitoire, nature transitoire de rat ou de fantôme affamé. Loin de participer à l'écosystème de façon saine, ces gâchis, ces manques d'optimisation
contribue à la prolifération des nuisibles imperceptibles. Donc ce que je disais tout à l'heure, imperceptible préférable ici à subtil, parce que l'adjectif subtil est souvent choisi pour référer à ce qui ne se voit pas. Oui, nos corps subtils, un être subtil, ça se passe au niveau subtil. Souvent c'est pris comme équivalent à énergétique, mais ça ne me plaît pas trop ici d'utiliser subtil parce qu'il n'y a rien de subtil là-dedans. Il n'y a rien de subtil là-dedans. On est dans le culte de la grossièreté, donc on préfère ici le terme imperceptible. Alors, les éléments dont il est fait état dans cet article correspondent davantage sous les projecteurs d'une conscience vigilante à des phénomènes grossiers. De même, le manque de raffinement de notre conscience contribue à répandre le chaos qui nous revient en pleine figure, par journal télévisé, interposé. D'où vient cette violence ? D'où vient cette violence ? La question, c'est pas, comme on l'entend tout le temps, pourquoi Dieu permet-il à ses enfants de mourir de faim, à ces guerres d'éclater ? La question, c'est comment par ma dévotion totale à cette dynamique désir-satiété, et inconsciente, totale et inconsciente à cette dynamique désir-satiété, comment, par mon comportement, mes pensées, j'y contribue. Inversement de la vapeur. Bon, et là on devient un peu plus positif. L'observation, la vigilance dont il est fait mention dans le paragraphe précédent permet une inversion des moteurs. Ce qu'on disait un peu plus haut dans la discussion, c'est-à-dire qu'à partir de il n'y a pas un choix, il n'y a pas ah oui, en fait, je vais changer maintenant que j'ai compris. C'est à comprendre et changer, ça va ensemble. C'est par la non-compréhension qu'il y a cet enfermement dans ce fonctionnement négatif. La vigilance dont il est fait mention permet une inversion des moteurs, un retournement favorable des mécanismes de nuisance. En l'entretenant, mon jardinier, je ne tenterai pas le badaud mal dégrossi lorsqu'il souhaitera y déverser ses sacs poubelles. C'est ici une autre façon de dire que par mon comportement et par mes dynamiques, j'attire. C'est un peu éculé de dire ça, mais j'attire à moi des fonctionnements similaires. Pourquoi on jette des sacs de détritus le long des autoroutes mal entretenues ? Parce que les autoroutes sont mal entretenues. Pourquoi on se trouve au cœur d'un ensemble de personnes violents, verbalement, ne serait-ce que verbalement ? Parce que jusque-là, on s'y complaisait et qu'on avait nous-mêmes ce même type de fonctionnement. C'est pas pour ça qu'il faut quitter le groupe dans lequel on est. Au contraire, on peut rester. Une fois cette prise de conscience produite, on peut rester, mais volontairement, dans ce groupe. Et voir comment on peut contribuer à l'inversement de la vapeur. Il y a quelque chose ici qui me fait penser au premier vœu du Bodhisattva dans le bouddhisme Mahayana. Un article là-dessus, sur le blog aussi. Même s'il le faisait, donc il le faisait quoi, l'individu qui jetterait son sac de détritus dans mon jardinet. C'est-à-dire moi qui me ferais embêter et qui me ferais bousculer, alors que je n'ai rien fait pour et qu'apparemment je ne demande rien à personne. Même s'il le faisait, alors je pourrais d'un seul regard voir ce qui correspond au jardin et ce qui ne mérite pas d'y rester. Je peux élargir mon jardin. C'est la chance de la pratique, de la méditation. Je peux élargir mon jardin. Entretenir mon jardin. Celui qui par mégarde ou mal intentionné déverse ses ordures par-dessus mon muret n'a pas la moindre conscience d'être si peu vigilant ou si mal intentionné. Il agit comme une hyène gaki, en suivant une stratégie de survie hyper court-termiste. Acculé par son fonctionnement psychique, poussé sur le plongeoir de l'action par des pensées tourmentées, fragmentées, il ne peut à ce stade faire autrement. Comment pourrais-je alors lui en vouloir ?
Il est la victime de son ignorance. Peut-être est-il sur le point d'un retournement. Qu'est-ce que je peux faire? Entretenir mon jardin? Élargir mon jardin. Je trouve dans ces deux phrases, il y a j'y pense là en les voyant, il y a la dynamique propre à la méditation, c'est-à-dire ce double mouvement de concentration, d'attention, de vigilance et cet élargissement, cet espace qui se crée. Retour à l'entretien du jardin, vigilance, où sont les mauvaises herbes, qu'est-ce qui mérite d'être raccordé, quelle plante à l'intérieur de moi-même mérite d'être arrosée, plantée, replantée, rempotée. Qu'est-ce que cette notion même de mon jardin? Si j'applique ces mêmes soins, cette même attention, non plus à mon jardin, mais à l'ensemble des jardins de ma rue, de la ville, grand jardin, en élargissant le jardin d'Éden à l'Amazonie, d'Amérique latine à la terre entière, l'assise élargit le jardin. Existe-t-il des détritus qui ne puissent être traités? Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette discussion, d'avoir écouté le document suivant ou lu l'article qui y correspond. Je vous invite à revenir voir par mail si vous souhaitez un renseignement ou si vous souhaitez mettre en place une session de pratique ou d'initiation à la méditation. Je vous rappelle que l'ensemble des articles du blog sont disponibles au format livre sur le site de The Book Edition. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.